Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons aujourd'hui Claude Bartolone, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Bonjour Claude Bartolone. Bonjour. Alors nous sommes au lendemain d'une double démission, celle de deux secrétaires d'État qui avaient été mis en cause dans des affaires révélées par le Canard enchaîné, Alain Juillandet et Christian Blanc. Alors du côté des socialistes, globalement, on trouve que c'est bien, mais que ce n'est pas suffisant. Et du côté de l'UMP, on est satisfait. Alors on écoute ce que disait Xavier Bertrand ce matin, secrétaire général de l'UMP. J'ai le sentiment que les choses aujourd'hui sont revenues à l'endroit. Le président de la République avait manifesté son sentiment la semaine dernière, sa désapprobation face à certains comportements. Les deux ministres ont bien reçu le message, ils en ont tiré les conséquences. Pour moi, les choses aujourd'hui sont revenues à l'endroit. Alors les choses sont revenues à l'endroit. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse suite à la démission ? J'ai l'impression que les choses sont plutôt de travers. Parce qu'après tout, ces deux qui viennent de démissionner, les faits qui leur sont reprochés datent de la mi-juin. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour arriver à cette position, d'autant plus qu'il y a quelques jours, le président de la République parlait d'un remaniement gouvernemental à la fin octobre. Donc, on a tendance à dire pourquoi maintenant et pourquoi que ces deux-là. Et du coup, ce double départ ne règle rien. J'ai l'impression qu'à la limite, cela ouvre toute une série de questions plutôt que ça remet les choses à l'endroit, comme dit Xavier Bertrand. Certains pensent que c'est une manière de sauver le soldat Wörth, en fait, en sacrifiant comme ça sur l'autel gouvernemental deux secrétaires d'État. C'est une manière de protéger Éric Woerth qui demeure quand même la cible d'attaque qui vient de tous côtés. Oui, je me demande ce que on essaye réellement de protéger. Parce que bon, si c'était simplement d'obtenir le départ des membres du gouvernement qui avaient failli dans le passé, je vois pas pourquoi ce seraient ces deux seuls secrétaires d'État qui paieraient. Et puis, on le voit bien, il y a une attitude du gouvernement et du président de la République que je résumerai dans « circuler, il n'y a rien à voir ». On ne veut pas de commission d'enquête. On veut surtout pas que l'on pose la question de cette double casquette incroyable de trésorier de l'UMP et de membre du gouvernement, même s'il n'est plus ministre du budget. Et l'on voit bien qu'il y a certainement une attitude chez le président de la République actuellement. C'est qu'il doit craindre qu'à la fois ce soit son système de gouvernance qui soit mis à mal, et puis surtout les éléments original qu'il a installé dans les gènes de la droite dès les heures qui ont suivi son élection, parce que finalement, ce comportement de proximité avec l'argent et du pouvoir économique, ça date quand même du dîner du Fouquet's, ou du yacht de Bolloré, ou de l'amour des Rolex. Ça, c'est ce qui revient en boucle, mais qu'est-ce que vous pensez des mesures de rigueur qui ont quand même été annoncées, notamment par le Premier ministre, et qui concernent le train de vie des ministres, c'est-à-dire la suppression des membres, enfin, pas la suppression, la diminution du nombre de membres de cabinet, la diminution des déplacements, des frais de réception, tout ça, pour vous, c'est de la poudre aux yeux, c'est anecdotique ? J'ai l'impression que c'est une opération de camouflage. Et je pense que l'essentiel, c'est M. Woerth. Alors, et l'essentiel, c'est M. Woerth. Et M. Woerth, selon vous, il doit démissionner. Est-ce qu'il va être capable, s'il reste en place, d'être l'homme qui va mener à bien la réforme des retraites ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, moi je pense qu'il aurait dû déjà arrêter sa fonction de trésorier de l'UMP. En plus, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire c'est un complot de la gauche vis-à-vis des retraites ? Vous savez, M. Courroy, il n'est pas membre du Parti Socialiste. Et ce n'est pas de Martine Aubry dont il est le plus proche. Vous savez, les enregistrements, c'est pas Martine Aubry qui les a fait dans une des pièces de l'appartement de Madame Bettencourt. Donc là, l'on voit que ce genre d'argument est avancé simplement pour empêcher qu'il y ait la recherche de la vérité. Alors, Éric Woerth peut mener la réforme des retraites ? Et justement, j'allais y venir. Vous voyez, ce qui me surprend dans la ligne de défense de la droite, c'est cette faiblesse. Dans une majorité aussi pléthorique, il n'y aurait qu'un seul individu pour défendre un texte dont il n'est même pas le rédacteur. Vous voyez, je trouve que de plus en plus, et plus ils avancent des arguments, plus ils se fragilisent. Et vraiment, je me demande s'il n'y a pas à la fois quelque chose qui est caché aux Français, notamment dans le cadre des financements de l'UMP. Et je me demande si le président de la République n'a pas voulu agir aussi vite pour dire à un moment donné, tout cela va me revenir comme un boomerang, compte tenu de ce que je vous disais il y a quelques instants et des liens qu'il a établis entre l'argent et le pouvoir politique. Alors, l'une des critiques qui revient souvent dans la bouche des dirigeants de l'UMP, mais pas seulement, puisqu'on a vu ce week-end que Michel Rocard, que vous connaissez bien, a co-signé une tribune avec Simone Veil sur le même sujet, c'est « Attention, populisme ».
C'est-à-dire qu'à force de dénoncer comme ça, de montrer du doigt les hommes politiques en semblant les accuser de tous les maux, on fait monter une espèce de populisme, de démagogie ambiante. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là-dessus, il doit y avoir une responsabilité de la gauche pour bien montrer que c'est le gouvernement des affaires et pas la République des affaires. Et je crois qu'il n'y aurait rien de pire qu'une opposition qui ne ferait pas son travail d'opposition. Je crois qu'il est vraiment bon pour la démocratie que le Parti socialiste soit en train de réclamer une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, soit en train de réclamer que toute la transparence soit faite sur toutes ces affaires pour éviter que dans l'opinion publique s'installe l'idée de « ce sont tous les mêmes, il y a quelque chose à cacher ». Vous le sentez bien, vous êtes un élu de terrain, et puis il y a un sondage là, de Libération qui est paru aujourd'hui qui le confirme, près de 64%, ce qui est énorme, jugent les dirigeants politiques plutôt corrompus. C'est inquiétant. C'est pour cela, vous voyez, qu'il nous faut avoir les moyens de faire toute la transparence sur ces dossiers. Regardez, nous sommes en train d'apprendre qu'il vient d'y avoir la nomination d'un nouveau patron à France Télévisions. Et cette volonté qu'a eu le président de la République de contrôler l'audiovisuel, cette volonté qu'a la majorité de vouloir empêcher toute commission d'enquête à l'Assemblée nationale, eh bien, renforce ce populisme, renforce ce sentiment que les politiques ont quelque chose à cacher. Et je crois qu'il est de la responsabilité du Parti socialiste de démontrer que nous souhaitons que tout soit mis sur la table pour que les Français puissent juger le comportement des uns et des autres. Alors, autre indice d'une désaffection assez forte des Français vis-à-vis de la politique, là, lors de l'élection législative de Rambouillet, il y a eu un taux de participation très faible. Bon, c'est certes une législative partielle. Alors, est-ce que vous êtes optimiste pour le second tour Je crois que la gauche va gagner cette circonscription. Et vous voyez, à la fois, c'est vrai qu'il y a toujours un fort taux d'abstention dans le cadre d'élections partielles, surtout un premier week-end de juillet, mais ce qui est quand même à retenir, c'est que c'est une des meilleures circonscriptions pour la droite. C'était une circonscription que l'on imaginait comme intouchable pour la gauche. Et je crois que la candidate écologiste soutenue par le Parti socialiste va gagner dimanche prochain. Alors, demain soir commence à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi sur l'interdiction du voile intégral. Alors, le Parti socialiste a évolué, il était d'abord opposé. Là, a priori, la ligne générale sera l'abstention. Vous voterez, vous vous abstiendrez ou vous voterez pour? Parce que certains députés socialistes ont dit qu'ils voteraient pour. Moi, je voudrais que le Parti socialiste ne fasse pas une affaire dans l'affaire sur la question de la burqa. L'on voit bien que c'était encore une fois un texte de circonstance. C'est que compte tenu des difficultés économiques, sociales, morales qui existent dans le pays, je suis pas sûr que ce soit le débat qui était indispensable en ce début du mois de juillet. Et d'autant plus, je crois qu'il serait important pour les députés socialistes de s'abstenir, que ce n'est pas ce texte qui va régler ce problème de voile intégral, et que même d'une certaine manière, il a été amené sur le débat à l'Assemblée dans le pays dans les pires des conditions. Parce que entre les propos tenus sur l'identité nationale, entre les thèmes employés sur ce voile sur la burqa, une nouvelle fois, on dresse les Français les uns contre les autres, et notamment nos compatriotes musulmans contre le reste du pays. Et du coup, je pense qu'il faut que les socialistes soient capables de dire, dans une période aussi difficile, notre travail est de permettre la transparence et le rassemblement pour lutter contre la crise morale qui existe dans le pays. Est-ce que c'est pas un peu caricatural ce que vous dites? Parce que François Fillon est allé inaugurer une mosquée la semaine dernière. Il a loué les vertus d'un islam de paix, d'un islam du juste milieu. Il met pas vraiment d'huile sur le feu. Vous savez, je pense qu'il suffit d'écouter les représentants du culte musulman. Il suffit d'entendre nos compatriotes. Moi, je suis le président du conseil général d'un département populaire où il y a une forte communauté musulmane. Il faut les entendre. Actuellement, c'est pas l'oral de rattrapage du Premier ministre au cours de cette inauguration qui va rattraper des mois de propos tenus notamment dans le cadre du débat sur l'identité nationale où nos compatriotes musulmans se sont sentis désignés comme les fauteurs de troubles. Et qu'il ait inauguré une mosquée, ça vous a choqué ? Alors, je pense que c'était pas la place d'un Premier ministre. Même si je crois qu'il est important de montrer au niveau de l'ensemble de la République française
que nous voulons que l'islam de France ait droit de cité dans le pays et qu'on en finisse avec l'islam des caves dont on sait ce qu'elle a pu représenter à la fois comme représentation et comme dérive dans le passé. Mais je suis pas sûr que c'était à la place d'un Premier ministre d'être dans une manifestation de ce genre. Alors, dernière question pour en finir. Vous, Claude Barthelone, vous voterez donc cette loi ou vous vous abstiendrez? Ah non, moi je prendrai. Vous abstenez, vous prenez la position du Parti socialiste. Voilà. Et pourtant, dès le départ, vous voyez, j'étais plutôt de ceux qui étaient opposés à cette loi parce qu'elle ne va rien régler. Mais je crois qu'il est important que les socialistes montent sur un sujet comme celui-là leur rassemblement pour éviter qu'il y ait bouleversement dans l'échelle et du débat et des difficultés au sein d'une organisation politique. Aujourd'hui, le camp qui connaît des difficultés, c'est la droite. Le camp qui est pris dans des affaires, c'est la droite. Le camp qui n'arrive pas à communiquer avec les Français, c'est la droite. Et face à cela, il faut que la gauche, et notamment le Parti socialiste, soit déjà dans une position, dans un état d'esprit qui montre aux Français qu'il peut y avoir alternance au moment de la prochaine élection présidentielle. Très bien. Alors, juste, dernière question. Lorsque Ségolène Royal parle d'utiliser l'argent qui aurait financé l'Airbus du président, est-ce que là, quand même, c'est pas un peu démago? Moi, je laisse Ségolène Royal avec son expression et sa manière de communiquer avec le pays. Mais reconnaissez une chose. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas très habile de la part du président de la République d'envoyer un courrier pour rappeler au Premier ministre qu'il fallait qu'il dise à ses ministres qu'ils ne pouvaient pas payer leurs dépenses personnelles sur les frais des ministères, que c'était assez décalé de voir le président de la République recommander une modération sur le train de vie de l'État au moment où l'on annonçait l'arrivée d'un avion à 180 millions d'euros. Très bien, merci Claude Barthelone et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro. Au revoir.